Bonsoir, il est 19 heures. C'est un bonheur et une audace d'entreprendre cette nouvelle session de Equinox, qui est la dernière de la saison, alors qu'il fait 32 degrés à l'ombre à Bruxelles. À Genève, un orage incroyable est en train de sévir. Et puis, je commencerai par citer Estelle, Estelle Meyer, dont l'audace est de décider d'être neuve et régénérée et sans projection sur ma vie, d'accepter le déroulé de l'immense tapis du mystère que je ne connais pas, le tapis rouge qui nous accueille ce soir à Equinox. Je décide de prendre mon cœur dans mes bras et de le bercer jusqu'à ce qu'il arrête de trembler. Et je décide d'être moi, cette inconnue. Et quelle audace, Nathalie, d'avoir commencé ces séances d'équinoxe en mars 2020, immédiatement après le début du premier confinement, et de les avoir poursuivies jusqu'à ce soir. Merci Nathalie. Barbara, merci et quelle audace de vous avoir tous collés pendant 1 heure derrière un écran d'ordinateur. Pardon, pardon. La prochaine fois, on fera ça en présentiel, promis, en septembre. Merci à tous en tous les cas. C'est super de vous voir, même en virtuel. Merci. Pardon, je t'ai coupé, Barbara. Non, mais en fait, je souhaitais te donner la parole, Nathalie, pour que tu présentes la Fondation, parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas encore participé aux équinoxes et qui aimeraient t'entendre, si tu veux bien. Ok, merci Barbara. Bonsoir à toutes, tous. Bienvenue sur cette terrasse virtuelle avec rosée à volonté. Il fait pas trop chaud, donc c'est bien. Et non, mais que fait cette fondation? Elle essaye de montrer des artistes, enfin, elle montre des artistes émergents, et avec la pandémie, elle est beaucoup plus orientée sur l'environnement. Et là, derrière moi, vous voyez une exposition de Nicolas Floch, qui est un photographe marin plongeur et qui a fait 30 000 photos depuis 10 ans et qui investigue les fonds, les habitats marins pour pointer la perte en biodiversité de ces espaces, pour la plupart du temps invisibles. Et il le fait de manière très poétique, en lumière naturelle, grand angle, noir et blanc. Donc il arrive à la fois à concilier l'aspect documentaire et en même temps l'aspect plastique de cet état de fait de réchauffement climatique. Et la Fondation est aussi sur les savoir-faire, sur la question des femmes. Les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans l'art contemporain. Et donc 4 expositions par an et une résidence d'artistes et d'auteurs. Et également une programmation en ligne qui s'est développée avec cette opportunité incroyable de pandémie. Voyons le verre à moitié plein. Donc, on a fait se rencontrer des artistes et des scientifiques pour répondre à l'urgence des temps présents et essayer de créer des nouveaux récits pour mener des actions. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est créer un colloque art et environnement en 2022 dans un lieu tiers, en réunissant tous les acteurs de l'art, les écoles, enfin une école, un acteur de second marché, un curateur, une biennale, pour adresser le sujet. Parce que je trouve que le sujet du réchauffement climatique n'est pas suffisamment adressé dans l'art contemporain, à différence de la mode ou du cinéma, et que voilà, que les artistes sont aussi surtout là pour nous donner une vision et nous permettre d'imaginer des futurs souhaitables. Voilà. Et la poésie, bien sûr, la poésie qui nous anime et qui nous qui nous emmène vers des territoires improbables. Donc, merci Barbara d'avoir assumé cette direction artistique avec audace. Et je suis ravie de vous écouter. Merci à vous tous. Merci Nathalie. Et nous allons commencer cette soirée avec Boris Bergman, qui a déjà participé plusieurs fois. Boris Bergman est écrivain. Et son dernier livre, parce que malgré son jeune âge, en fait, on parle déjà de son dernier livre en date. Les corps insurgés a été publié chez Calmont-Lévy en 2020 et surtout a reçu le prix Félix Fénéon.
Et pour Equinox, il va nous lire des textes d'un projet qui lui tient très à cœur, d'une part, et qui l'occupe entièrement, d'autre part. Ce sont des textes de René Daumal, un auteur qui le fascine et auquel il consacre une grande exposition intitulée Monts analogues, qui ouvrira au FRAC Champagne-Ardenne le 17 septembre. Donc, il faudra tous qu'on soit le 17 septembre au FRAC Champagne-Ardenne, puis on prend l'hélicoptère pour aller à la Fondation Thalie. Et elle dure jusqu'au 23 décembre, cette exposition. Et en parallèle, Boris Bergman va publier chez Gallimard en octobre, si tout continue d'aller pour le mieux, donc un livre intitulé Les monts analogues de René Daumal, et ceci avec le soutien de la Fondation Thalie. Et Boris Bergman va donc nous lire des textes de René Daumal. Boris, c'est à toi. Merci Barbara, merci Nathalie de nous recevoir. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai l'impression. On ne sait jamais avec ce Zoom, mais écoute, c'est parfait. L'orage arrive bientôt sur Paris. Alors, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Évidemment, je vais lire Daumal, parce que Daumal m'obsède en ce moment et je ne vis que par lui. Mais j'ai eu la chance de parler avec la femme que j'aime et qui m'a parlé d'audace. Enfin, je lui ai dit que le thème de la soirée était l'audace. Et elle m'a dit quand même, l'audace poétique, c'est Robert Desnos. Et Robert Desnos a fait de la poésie son audace, sa résistance. Et j'ai eu la chance, il y a quelques jours, de rouvrir Corps et Biens, que je vous recommande. Et donc avant Daumal, je terminerai évidemment par Daumal, j'ai envie de commencer peut-être par un petit texte de Desnos qui m'a énormément plu pour ouvrir cette soirée chaude. Au mocassin, le verbe, tu me suicides si docilement. Je te mourrai pourtant un jour. Je connaîtrai cette femme idéale, et lentement, je neigerai sur sa bouche. Et je pleuvrai sans doute, même si je fais tard, même si je fais beau temps. Nous aimer, si peu nos yeux, et s'écroulerait cette larme sans raison, bien entendu, et sans tristesse. Sans. Et j'avais envie, après ce petit poème d'introduction, de vous lire un autre qui m'a extrêmement touché, qui est un grand classique de Desnos, qui s'appelle « J'ai tant rêvé de toi ». Et quand on connaît la personnalité et la vie de ce poète, on se dit que l'audace ne pouvait pas trouver meilleur écrin. J'ai tant rêvé de toi, j'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en entraînant ton ombre à se croiser sur ma poitrine, ne se plierait pas au contour de ton corps, peut-être, et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre, sans doute. Ô balance sentimentale, j'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre 100 fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Voilà, donc après Desnos, petite introduction sur Desnos, je vais vous parler un peu de Daumal. Et j'ai la chance en ce moment de préparer cette exposition qui réunit tout un tas d'artistes, tout un tas de visions autour de ce livre extraordinaire qui s'appelle Le Mont Analogue. Alors j'en parle depuis des années maintenant, j'ai envie de dire des siècles, et j'espère qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir Le Mont Analogue. C'est toujours fou de découvrir un livre aussi important comme ça, un peu par hasard. Donc lisez Le Mont Analogue, et en plus de l'exposition, grâce au soutien de la Fondation Thalie, je suis en train de réaliser cette première édition augmentée. Donc après la vieille édition en blanche et des éditions de poche, qui sera la première édition augmentée du Mont Analogue en format beau livre.
avec entre autres une intro de Patti Smith et beaucoup de textes, d'iconographie, de vision analogue, c'est le cas de le dire, de réunir des esprits autour de Domal. Et donc, j'ai hâte de vous parler plus longuement de ce livre. Et il se trouve que Le Mont Analogue est un roman inachevé. C'est fou, hein, qu'un roman inachevé, sans fin, où on est comme ça laissé par l'auteur qui a été pris par la mort en pleine ascension, en pleine lecture. Et pourtant, cet inachèvement n'est pas un manque, n'est pas une incomplétude, au contraire. C'est ce qui fait que ce livre est si important, c'est ce qui fait que ce livre est magique. Et en fait, qu'il a compté pour tellement de gens de tous les âges, de tous les arts, de tous les pays. Et bref, on a retrouvé dans les notes de Domal un petit poème. Il fait à peine 8 lignes. Et ce poème, souvent, dans les vieilles éditions Gallimard, il était à la fin, il était au fond du texte, un peu oublié, un peu écrasé. Et moi, j'ai décidé de le mettre en ouverture du Mont Analogue. Et pour moi, on a toute l'audace, on a toute la poésie de Domal dans ces quelques lignes. Donc, je terminerai ma prise de parole par ces quelques lignes de Domal qui sont extraordinaires et qui, j'espère, vous donneront envie de découvrir en septembre à Reims, à Bruxelles, à la Fondation Thalie et évidemment en librairie Le Mont Analogue très prochainement. Donc voilà ce court poème de Domal. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaye pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit. Voilà, c'était de René Domal. Merci encore une fois Nathalie et Barbara et je passe le micro au prochain, au prochain MC. Magnifique, Boris, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, la vie, c'est le désir. Mathilde Fischer est traductrice de poésie. Elle est professeure à la faculté de traduction et d'interprétation de Genève et elle est poète. Parallèlement à ses traductions, essentiellement de poèmes de l'italien, elle a publié 2 livres de poèmes, Lisière en 2014 et Comme une étoile tombe dans la nuit en 2019. Elle publie ses sites dans différents sites, elle publie ses textes dans différents sites et notamment sur le site Recours au poème. Le recours au poème, c'est ce que nous faisons ici. Et puis, elle a reçu le prix du poème en prose Louis Guillaume et le prix Terra Nova pour Lisière. Sa lecture s'intitule Le corps du feu. Et c'est la première fois qu'elle participe à une soirée équinoxe et je suis particulièrement heureuse, Mathilde. Je vous appelle Nathalie par cause de Nathalie Guillot et en fait, je fais le lien entre Nathalie et vous, pardonnez-moi. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à cette soirée, Mathilde, et de vous entendre, vous la poétesse. À vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir, de découvrir ces soirées de poésie. Et donc, merci beaucoup à Barbara Polla et à toute l'équipe de la Fondation Thalie de m'avoir conviée à participer à cette soirée donc pour une lecture. Et donc, je vais lire quelques poèmes que j'ai écrits au printemps 2020. Lorsque j'ai été invitée aux Journées littéraires de Soleure. Et, excusez-moi. Donc pour cette édition des Journées littéraires de Soleure de l'année dernière, tout s'est déroulé en ligne et le comité m'avait fait une commande de texte. Donc ce sont 5 poèmes qui ont été publiés cette année sur le site de poésie qui s'appelle Terre à ciel. Et là, je pense que je vais lire 4 de ces poèmes pour ne pas dépasser le temps qui nous est imparti. Donc, j'ai donné pour titre à cette lecture Le corps du feu, qui est le titre d'un de ces poèmes. Alors, pour ce qui concerne l'audace, peut-être je pourrais dire simplement que pour moi, l'audace est aussi être attentif
aux choses les plus simples qu'on a sous les yeux. Alors, le premier poème s'intitule « Le soleil est vieux ». Le soleil est vieux. Regarde, il s'appuie des 2 mains sur sa canne. Il se souvient de tout. Regarde, il s'appuie, mais sa canne s'enfonce. Il se souvient de tout, dans sa lourdeur. Le soleil est vieux. Il aimerait qu'on le laisse tranquille, qu'on ne s'attarde pas sur les épées de ses rayons, sur sa torpeur. Il s'appuie, mais sa canne a perdu son cliquetis. Le cliquetis qu'elle faisait sur le gravier des chemins, sur les ponts qui surplombent des rivières aux truites argentées, sur les chantiers navals, les courts rectangles des prisons, sur les montagnes et les routes recouvertes de glace. Il se souvient de tout, et surtout du silence des nuages passant devant la lune dans la nuit qu'il n'a jamais vue. Il aimerait qu'on le laisse tranquille, qu'on ne lui demande pas d'être à nouveau enfant. Le soleil est vieux. Il réfléchit. Il se dit que dans la violence de sa lourdeur, quelque chose peut advenir. Il réfléchit. Il se dit aussi que la frondaison est encore une bonne chose et les étourneaux. Il se dit que l'eau des fontes se fera éternelle, qu'elle remontera les fleuves jusqu'au désert d'Atacama et du Namib. Le soleil est vieux. Il est fatigué. Il rêve de ceux qui veulent le brûler. Le corps du feu, pour Dora K. Le corps du feu entre dans l'immobilité de sa propre main arrêtée sur le monde. Comme une vague, par-dessus la grille, sur le bruit de sa propre main, le corps du feu descend. Il se glisse dans les fibres des corps qui se battent, qui pulsent dans des chambres blanches comme des nuages de riz. Il entre dans le souffle des bourgeons qui éclosent, dans le silence des couleurs, de la chaleur nouvelle. Le corps du feu cherche ce que les corps ne peuvent pas, ce que les visages ne peuvent plus, dans les distances qui brûlent. Il cherche ce qui reste dans les yeux de ces noms qui se haïssent ou qui se dessèchent de trop de lutte. Détresse du souffle dans le corps du feu qui entre dans l'immobilité de sa main arrêtée sur le cri du monde. Le corps du feu voit la trace des visages dissimulés. Reste le regard dans le glissement des nuits. Reste la voix à l'intérieur des corps, des regards, sur la note continue des combats. Le corps du feu entre dans la voix de ceux qui le cherchent. Il ne sait jusqu'où résonne le bruit de sa propre main. Il s'arrête dans le mouvement des astres. Il s'empare de sa propre immobilité. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai en fait, j'en ai lu que 2, mais je ne sais pas si... Mais comme on a déjà passé 5 minutes de lire, j'ai imaginé que vous aviez terminé. Vous souhaitez lire le 3e? Est-ce que j'ai encore du temps? Et moi, je ne veux pas du tout prendre trop d'espace. Vous pouvez lire l'autre 3e poème que vous avez prévu de lire, avec plaisir. Alors, il est plus court. Peut-être qu'ici, des visages pris par l'immobilité du monde, par la langueur des écrans toujours ouverts, du temps toujours identique. Peut-être qu'ici, au milieu de cette foule légère, quelqu'un compose dans sa tête une symphonie.
Peut-être qu'ici, dans l'abondance des mots sans racines, quelqu'un écrit, sans le moindre bruit, le poème de la multitude. Peut-être qu'ici, dans la distance des corps et des vies, quelqu'un peut dire, les éboulis du soir dans sa main, la vie m'est arrivée. Merci. Merci. Merci Mathilde. Et nous passons à Estelle Meyer. Estelle Meyer, elle est actrice, elle est chanteuse, elle se forme au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et puis, elle est au théâtre, plein de personnages, le dernier empereur assyrien pour Joséphine Serre dans Data Mossoul, la princesse Europe pour le Birgit Ensemble au Festival In d'Avignon, la reine des fées, que d'audace pour Guillaume Vincent au théâtre de l'Odéon, la pharaone à Hatshepsut pour Arte, la voix de Amy Winehouse pour Benjamin habitant sur France Culture et tant d'autres personnages au cinéma, au théâtre, plein d'événements à venir. Et puis, surtout, elle a sous sa robe son cœur et nous sommes toutes ses sœurs et sa performance ce soir s'intitule « Vivre, quelle immense audace ». Estelle, nous t'écoutons. Miam beamku shikane amku tofangi manku lilijam tofangi manku balai posti Ashera koshi barune asha lelijam chasnisiya body de lasma lelijam chasnisiya Bravo! Superbe! Magnifique, On est dans le désert, là. Merci. magnifique Estelle. Je décide d'accepter cette mue profonde que je traverse. Je décide d'être neuve et régénérée et sans projection sur ma vie. Je décide d'accepter le déroulé de l'immense tapis du mystère que je ne connais pas. Je décide de prendre mon cœur dans mes bras et de le bercer jusqu'à ce qu'il arrête de trembler. Je décide d'être moi, cet inconnu. Je décide d'être toute nue à ma vie, à son doux vent qui passe et virevolte mes cheveux. J'accepte que mes jupons soient bousculés, soulevés et renouvelés. J'accepte mon nouveau corail, mon visage sans émail. J'accepte et accueille mes pleurs mystérieux, ma nostalgie d'un monde inconnu. J'accepte toutes mes douleurs, mes poisons. J'accepte d'être caméléon. J'accepte d'être paradoxal et radical. J'accepte le compromis. J'accepte toute l'eau dans tous mes vins. J'accepte les anges. J'accepte de dormir. J'accepte ma grande fatigue. J'accepte d'être une femme. J'accepte d'être prude, vierge et cachée. J'accepte d'avoir été souillée.
J'accepte d'aimer mon corps. J'accepte de le trouver beau, solide et sensuel. J'accepte mes belles prunelles. J'accepte ma femelle. J'accepte de réussir. J'accepte de m'accomplir. J'accepte d'être une lune surplanquée et un soleil survolté. J'accepte mon nom, les miens, ma parenté. J'accepte que nous soyons tous reliés. J'accepte d'être pauvre en amour et d'avoir si peu de réserve. J'accepte ma force, ma fêlure et ma lumière. Wow. Magnifique. Waouh! Merci. Oh, c'est sublime! Super. Merci Tu n'es beaucoup. pas seulement chanteuse et comédienne, tu es poétesse aussi. Et nous sommes tous reliés, comme tu viens de nous le dire. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Avec joie. Merci à vous. Et nous allons maintenant écouter Liv Kavatopor. Liv Kavatopor est une artiste pluridisciplinaire. Elle est chercheuse en histoire de l'art et en esthétique. Elle est illustratrice. Et ce soir, elle a accepté une mission particulièrement difficile qui lui a été confiée par son père, Xavier Kavatopor, relié par moi-même, Barbara, pour nous lire des extraits de mon roman de renard. Je devrais le tenir, je ne sais pas comment, pour que vous puissiez le lire à l'endroit. Le roman de renard, écrit par Xavier Kavatopor, et elle va nous lire Le Corbeau. Liv, merci beaucoup d'avoir accepté ce défi, et à toi la parole. Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être là. Moi, je suis pas comédienne et mon médium, c'est pas ma voix. Alors, j'ai un petit peu décalé mon interprétation de ce texte. Et donc, il faut que je fasse un partage d'écran. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Normalement, c'est comme ça. Hop. Normalement, est-ce que ça fonctionne pour vous? Non, ça ne fonctionne pas. Si, tout va bien. Le meilleur moment pour disparaître, moi je dis que c'est la nuit, lança le corbeau Ah non, ça marche pas. qui faisait profession de... Ça marche très bien, ça marche. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, on on t'entend. entend. Et ça fonctionne? Oui, oui. Oui. Ok, super, merci. croque-mort. Il sautilla en 3 petits bonds sur la margelle et fixa au fond du puits le loup en perdition. Fermez les yeux, lâchez votre pierre et laissez-vous glisser. Je m'occupe du reste, ajouta l'oiseau noir en claquant du bec. Sans répondre, le loup se faufila en nageant dans le tournant sombre du puits pour échapper au regard du visiteur. Fiche-moi le camp, oiseau de malheur, gronda la voix du loup. Je sais bien pourquoi tu es ici, mais ton loup miroton n'est pas encore servi. L'oiseau déploya ses ailes charbonneuses et ses rémiges se mirent à vibrer au vent, pareilles aux hanches d'un orgue désaccordé. Loup, écoute ces glorieux arpèges, ouvrez votre cœur aux prodiges, les anges vous appellent, votre âme s'élèvera dans le ciel comme plume au vent. Elle passera au-dessus de cette muraille facile et légère pour voler jusqu'au firmament. Puis, le corbeau conclut. Loup, un bon conseil, laissez couler. Personne ne vous sortira plus de ce trou. Que gagnez-vous à nager?
Quelques instants de vie supplémentaires? Pourquoi faire? À vous regarder, la vie est un désastre. Je me souviens qu'à votre naissance, on vous donna une fourrure toute neuve, une belle queue souple comme un fouet, de longues pattes rapides, de dents aiguës et des yeux qui voyaient si loin. De tout cet équipage, hélas, qu'avez-vous fait? Franchement, au point où vous en êtes, pourquoi vous accrocher à la vie? Pourquoi? Le loup leva lentement les yeux vers le ciel à la recherche de la lune qui passait en silence derrière un voile de nuages. Car le loup regardait la lune chaque nuit depuis qu'il était enfant. Chaque nuit, il guettait, jaloux, ses allées et venues. Et à force de l'attendre et de l'observer, le loup avait fini par comprendre qu'elle le regardait aussi. Était-ce cela, l'amour de la vie? Fermant les yeux, il se rappela la douceur de son foyer. « On m'attend à la maison », murmura-t-il pour lui-même, la gueule à 2 doigts de l'eau. « Pardon? Parlez plus fort, cher loup, je ne vous entends pas. »« Ce que je dis, ce que je pense ne te regarde pas. » Vexé, le corbeau éternua violemment, puis il chercha du regard un perchoir plus propice qui le rapprocherait du loup. Il avisa en contrebas l'un des seaux et plana lourdement jusqu'à l'anse où il prit position. « Vous parliez de la louve, je crois. Vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais vraiment, quel amour que celui-là. La louve vous a déjà oublié, et à l'heure qu'il est, j'en suis sûre, un étranger a pris votre place. Quand je dis un étranger, il se pourrait bien que ce soit le renard. » Le corbeau, sourire narquois, tendit l'oreille au-dessus du vide pour ne rien perdre de la colère du loup. Rien! Le loup ne desserrait pas les dents. Le loup dans l'ombre fixait de son œil noir le corbeau sur le seau. Pas de doute, le seau descendait si lentement que l'oiseau ne pouvait pas s'en rendre compte. Avec un peu de chance, chuchota le loup, ce seau descendra assez bas pour que je l'attrape. Corbeau, je vais te répondre. Cette nuit, un renard m'a fait tomber dans ce puits. Un chat a joué avec moi comme avec une souris. Et 3 brebis venues pour m'écorcher sont reparties avec ma queue. Depuis combien de temps je nage au fond de ce puits, je ne sais pas. Une chose est sûre, Corbeau, je nagerai aussi longtemps que mes pattes le pourront. Vous n'allez quand même pas patauger dans ce cloaque toute la nuit, fit le corbeau contrarié qui perdait, sans s'en douter, de l'altitude. Croque-mort, tu es bien impatient de te mettre à table. A-t-on déjà vu un corbeau engloutir à lui seul un loup? À mon avis, la faim te rend déraisonnable. Tu as les yeux plus gros que le ventre et le bec bien trop petit, quoi que tu en penses. Pour me manger, il te faudrait une gueule comme la mienne, regarde bien. Le corbeau était descendu si près du loup qu'il pouvait voir toutes ses dents et sentir son haleine glacée sur les plumes de son cou. Quand la bête tendit l'échine en avant, l'oiseau eut un tressaillement de peur. Trop tard. Avant qu'il n'ait pu battre des ailes, le loup se jeta sur le corbeau, le mangea et s'installa dans le seau. « Bonsoir, messire, bonsoir. » Le loup délicatement ôta la plume de son chapeau. D'un geste ample, il salua son reflet sur l'eau noire. Le reflet lui rendit son bonsoir et la plume, en effleurant la surface de l'onde, effaça le miroir. À la place, elle dessina des vagues sur lesquelles le seau gagnait le large. Bravo! Magnifique! Super. Bravo! Super! Merci. Merci, Liv. Très, très beau. Merci. Et maintenant, c'est Nathalie Guillot qui va vous lire un texte qui s'intitule Marguerite. Et en fait, Nathalie s'est présentée tout à l'heure, mais elle a oublié en fait l'essentiel, à savoir qu'elle écrit, qu'elle est poétesse et écrivaine et qu'elle lit énormément. Et donc, elle a écrit un dialogue avec Marguerite, mais où est Marguerite? Et donc, elle m'a fait l'immense honneur, un peu difficile à assumer, d'être Marguerite, car cette Marguerite, ce n'est pas n'importe quelle Marguerite. Et comme nous sommes 2 à lire, ce sera donc 10 minutes. Nathalie,
À toi. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est qu'en fait, avec ces confinements, est arrivé des choses improbables, audacieuses, et notamment des rencontres improbables, dont celle que j'ai pu faire, que j'ai faite avec Marguerite, qui m'est apparue un peu comme une fulgurance au deuxième ou troisième confinement. Et au premier confinement est apparue Ishtar, cette maison d'édition dédiée à la poésie contemporaine et pour lequel nous sommes toujours en pleine traversée avec Marguerite qui réapparaît. Donc je commence. Marguerite D. Assise dans le petit square en face de l'Académie française, je la vois qui apparaît, boitillante, s'aidant de sa canne pour marcher. Elle a le visage ridé d'une femme qui pense trop, bien qu'elle porte bien son âge, 81 ans. Elle ne m'a pas quittée durant ces années d'apprentissage. Son personnage, son engagement, son écriture. J'étais touchée par sa fragilité et partageais son sentiment de solitude, immergée moi-même dans les névralgies de la création. 21 avril 2030, je la retrouvais, le regard silencieux et joyeux. J'ai 60 ans. Et Marguerite m'observe avec ses grosses lunettes noires qui lui dévorent le visage. De sa voix rauque, elle appelle les oiseaux où est son amant lointain, resté en Indochine. Assise près de moi, elle fume son cigario sous le cerisier en fleurs. En 2030, l'oracle annonce la réapparition des mythes littéraires dans les squares parisiens. Depuis 10 ans, la situation sanitaire n'a fait que se dégrader, entraînant la perte des liens, restreignant les déplacements à moins de 10 km. La réalité virtuelle anime désormais notre quotidien calfeutré. Des raves sont organisés dans des espaces dématérialisés où plus aucun contact physique n'est possible et où l'orgasme s'atteint à coups de pilules. C'est absurde. Quand j'ai quitté la vie en 1996, on fumait dans les bars, on dansait sur les tables. Chez Castel, on se roulait des pelles en terrasse. Je recevais beaucoup rue Saint-Benoît, Boris Vian, Mitterrand, Jorges Emprunt et tant d'autres. Cette blague de réalité virtuelle, mais quelle connerie! Moi, je veux de la profondeur, de la relation. Je me suis fait exclure du PCF à l'époque. On me traitait de traînée, de petite bourgeoise décadente. Ça m'était égal. Je n'ai pas repris ma carte du parti. J'ai toujours été militante. Quand j'ai sorti Robert Descamps, il ne pesait plus que 35 kilos. Alors tes histoires de Covid, il n'y a que la solitude, plus revêche celle-là, crue. L'écriture m'a sauvée. Quand j'écrivais le vice-consul, j'étais au fond du trou, dans une solitude quasi totale. Les rave parties, les robots au pouvoir, je préfère me retirer à Néaufle, le château. Cela me donne envie de retraverser le miroir, vois-tu? Mais Marguerite, les algorithmes sont les nouveaux mentors. De mon temps, nous étions maîtres de notre destin. Dans la vie, on ne peut pas y échapper. Il y a un moment, Nathalie, où on doute de tout, c'est vrai. On doute du mariage que l'on a fait, des amis que l'on a, de l'enfant. Non, on ne doute jamais de l'enfant. Ce doute est toujours habité par une solitude. La solitude, Marguerite, le grand fléau du XXIe siècle. Ceux qui sont seuls peuvent rejoindre les évincés anonymes dans des lieux proches des villes. Tu le sais, ça, Marguerite. Il y a un centre à Passy-sur-Eure, un village où on est projeté dans l'ambiance du déjeuner sur l'herbe de Monet. Ce sont des éco-villages avec des habitations indépendantes façon tiny house, designées par Nathalie Crassé. Ces maisons sont 100% autonomes avec des panneaux solaires et des ruches pour s'assurer d'une pollinisation des terres, des fours en terre crue pour la nourriture. Marguerite, tu vois, c'est un peu un retour aux sources. Et quand on craque, il est toujours possible de se recharger à la borne. Se recharger à la borne?
Oui, Marguerite. La borne est un système neuronal qui, depuis la crise de la Covid, enregistre les datas des Covidés à des fins de géolocalisation et pour leur offrir des services comme l'accès à la santé, au voyage, à un partenaire amoureux potentiel. Car depuis 2029, les réseaux sociaux ont fusionné leurs datas avec le système de santé national. Tout est désormais tracé sans plus aucun espace de liberté. Toi qui as été communiste, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu te recharges à la borne, branché à des électrodes, tu recharges ton système immunitaire, Marguerite. La borne détecte tes cellules malades et les régénère grâce à des implants dans le corps. La mort ne provient plus que d'événements extérieurs, car le génome humain est sous contrôle algorithmique. La borne constitue une assurance sur la vie, offre un confort watté à tous les âges avec la récupération de toutes tes données personnelles et professionnelles. Il est possible désormais d'obtenir l'obtention d'un crédit ou l'accès à des études pour tes enfants. La boucle est bouclée, Marguerite. Personne ne peut résister à la borne. Elle remplace l'application Tous Anti-Covid. C'est affreux. Serre-moi un verre de vin rouge. Là. Et l'amour alors? J'aimais bien le couple, mais depuis que je suis seule, je n'ai jamais été aussi généreuse. C'est comme ça. Yann était là, il sait. Yann qui m'écrit. Je ne le lis pas. Et puis un jour, il m'apparaît. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. C'était comme une évidence. Il était là. C'est tout. Tu comprends, Nathalie? Tiens, Marguerite, prends ça. C'est une pilule anticompulsion qui peut provoquer des dégâts cognitifs, mais qui, à court terme, soulage les plus grands toxicos. Dis-moi, Marguerite, ce profond sommeil de 25 ans n'a pas calmé ta dépendance à l'alcool? Oh, tu sais, je bois parce que je suis désespérée. L'écriture est désespérée. Je n'ai jamais laissé tomber un livre que j'écrivais. Et la mort, La Marguerite? mort est une renaissance. J'ai écrit des livres, fait des films, India Song en 1975. J'avais cette petite musique en tête, le Cambodge, les polders inondés, la mer ruinée d'une terre inexploitable. J'ai vu, oui, la déchéance, elle a tout perdu, la mer. Je raconte cette perte dans un barrage contre le Pacifique. Souviens-toi, tout ce qui donnait corps à mon écriture, c'était cet arrachement, ce déclassement d'une femme seule qui perd tout et le ravissement jusqu'à Savannah Bay. Je n'ai pas eu peur de la mort. Elle est venue. C'est tout. Et maintenant, tu es là. Oui, je suis là. Je suis venue pour toi, Nathalie, pour te protéger, pour t'aider à passer un cap dans la découverte du roi Zénon et te dire de te méfier de sa milice. Je saisis cette époque, tu sais, j'ai tout vu et je sais que si tu ne t'armes pas, toi et ta famille passerez sous les fourches caudines de la technologie, armes de destruction massive de l'espèce humaine. Je n'en parlais pas dans mes livres, cela ne m'intéressait pas. Il y a ceux qui ont les moyens de se battre et de contourner la force, et ceux qui mourront. J'ai aussi filmé l'improbable, des images de l'au-delà. Je peux te dire ce que j'ai vu, Nathalie, cela t'éclairera. Viens, marchons. Marguerite se leva d'un bond comme si elle avait à nouveau 20 ans. Je voyais ses traits se rajeunir. Elle restait Marguerite Duras. Une femme murmura à sa fille, « Regarde, c'est Marguerite Duras !» Elle marchait cette fois d'un pas assuré. Elle avait laissé tomber sa canne et elle gambadait presque. Et les réseaux sociaux, comment est-ce possible d'écrire de façon si dispersée? Marguerite, tu sais bien, ce sont les machines qui écrivent les livres. Les librairies comme les cinémas ont disparu. Restent quelques salles clandestines. Et le divin? Et la beauté alors? Et la mer, Trouville? Et que faire alors de ce temps libre si ce n'est écrire, écrire? C'est pire que la guerre que j'ai connue, cet effondrement, cette résignation, comme si chacun avait perdu sa force vive. Oui, Marguerite, la jeunesse a été sacrifiée. Il y a eu beaucoup de suicides, du chaos social et de l'ivresse aussi. Pensons le nouveau monde. Nathalie, veux-tu sortir de cette honte dans laquelle nous sommes? C'est la rejoindre de façon cosmique.
Si vous avez le Negresco plein et la plage pleine de campeurs, il y a 3 solutions possibles. Ou bien on chasse les campeurs, ou on chasse les gens du Negresco, ou bien on met les gens du Negresco sur la plage et les campeurs dans le Negresco, ou on rase tout et on met tout le monde sur la plage. Oui, c'est ce que je voudrais. Tout le monde sur la plage. On casse tout et on recommence. Bravo Nathalie. Bravo Marguerite. Sacrée Marguerite. Ah, sacrée Marguerite. Quel génie. Bon, on espère que c'était pas trop long, vous n'avez pas trop souffert. Non, non, pas du tout. Personne ne répond, donc. Non, non, c'était super. Et maintenant, Moi, je fais des petits gestes. oui, oui, on les voit. Oh, les petits gestes. C'est comme ça. Ah oui, d'accord, c'est bien ça, comme ça. Des petites virevoltes. Bravo les filles. Magnifique. Ça va, Joseph? Tu tiens le coup? Tu te dis pas, mais où est-ce que je suis tombée là? C'est quoi cet asile Non, de fous? non, j'adore, moi. Je veux pas déranger, j'écoute. Non, on ne va pas déranger Marion Collet. Allez. Maintenant, on va écouter Marion Collet et on va l'écouter et la regarder. Marion Collet, elle pense et crée avec son corps. Ancienne élève de l'Académie Fratellini, fille de ferriste, elle complète sa formation circassienne au Centre national des arts du cirque. Et la poésie est le second fil de vie de Marion Collet, qui a publié Être fil chez Bruno Doucet. Voici ce qu'elle dit de la poésie. La poésie sauve le monde. Elle revendique notre réalité intérieure, même quand on se sent isolé et précaire. Et les solitudes, traversées de et vers soi-même, errance, elle est la quête du beau, elle est sans ego, sans rapport de pouvoir. Il s'agit simplement d'aller vers soi-même et vers son écriture. C'est un peu ce que nous essayons tous de faire. Et maintenant, nous allons écouter Marion Collet dans Anagramme, inventé et écrit pour nous ce soir. Merci Marion. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être là et j'ai sauté sur l'occasion de cette invitation parce que c'est toujours un moment extraordinaire d'entendre et de partager tous ces textes, et aussi parce que c'était un défi pour moi d'écrire quelque chose sur l'audace, parce que l'audace, c'est vraiment pas un de mes mots préférés, il fait pas partie de mes champs lexicaux que je creuse, et puis j'avais aussi en tête que cette lecture allait prendre place à un moment là où je suis en résidence d'écriture à Metz, invitée par le Festival de Livre à Metz, sur un projet que je mène avec Hélène Matt, qui est poète et qui vit à Québec, et où on travaille sur une performance qui aura lieu à la rentrée qui s'appelle La Constellation du Gigot, et qui est une vaste quête d'équilibre partagée avec un enjeu d'écriture, un enjeu de se jeter sur la langue de manière goulue, puisqu'on fait plein d'explorations, de formes, de contraintes, on fait un réservoir de mots, de figures, d'états d'être, de lieux pour cuisiner le monde, et on fait des pentacles, des épigrammes, des aphorismes, on travaille plein de formes. Il y a un goût pour l'excès et pour Rabelais qui nous réunit. Et cette constellation du gigot, ce projet d'écriture et de performance, il a surgi suite à un cadavre exquis où on a évoqué le mouton de Panurge, et à travers ce mouton de Panurge, toute la question du sacrifice et du rapport de l'individu à la société. Et donc, dans ce contexte-là, j'avais très envie de creuser l'audace, voilà, et de vous livrer un peu ce texte, voilà, tout neuf, ou comme d'habitude, la fin, je viens de la faire. Alors, dans le feu de mes pensées, l'audace comme une braise est jetée. Ce mot sonne étrangement à mes oreilles,
provoquant un petit effroi proche de l'appel du vide, car tout à coup, je réalise qu'il rime avec filasse, avec brouhasse, et pire, avec impasse. Un pas sur la page et je plonge dans l'audace. Pas de sas pour m'écoper, je coule en mon bateau, j'emmêle mes propres pinceaux, je fais de la mélasse avec mes champs lexicaux. Quelque chose tourne en moi à la vinasse. Je sens ce mot comme une menace. Il m'espionne ce mot, ce mot, ce mot, l'audace. Il Robinson et s'exile en lui-même. Il est biface, il est bravasse, il est coriace. Et qui doit remuer sa pauvre carcasse? Ne pas se laisser réduire en bouillasse par un mot tenace. Qui doit rester de glace et écrire jusqu'à la crevasse? C'est moi qui dois faire face à l'audace. Et me voilà avec un mot sur le dos qui me dépasse. Et regardez comme il faut que je tournasse autour du mot comme autour du pot et que je jacasse. N'en faudrait guère plus que je bélasse comme un mouton roupillant dans sa jasse, en transhumance avec ma pauvre vision de l'audace, avec toutes ces rimes vieillasses, pauvres furfurasses, rustiques, rivasses. Heureusement qu'on peut inventer des mots avec les rimes en as et que les rimes riment parfois avec leur propre sens, avec grâce. Ce sont les héros qui ont de l'audace. Dans la vraie vie, nous, on a tout au plus parfois de la classe, tout au moins de l'espace pour se cacher, se mettre dans un coin, se retirer du monde et regarder ce qui nous terrasse et parfois soupirer, hélas. Il est pathétique ce mot, audace. Audace, 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 audace. Il a des tics, un petit air prétentieux, non, vous ne trouvez pas qu'il semble s'exclamer à qui mieux, regardez qui est propre sur lui, qui en veut toujours plus, qui dépasse du lot, qui ventile, mouline et s'exprime à gogo, qui ferraille avec l'oubli et saute l'obstacle comme un cabri, qui jamais ne trépasse. Non mais regardez-le, ce mot cru comme de la biasse qui se vante et s'affiche en s'élançant tout seul sur la piste. Tremble, audace, tu n'es qu'un vil mot, un masque inventé pour nous faire la peau, pour nous faire croire qu'il suffit d'une ducasse pour rêver, d'une eau tiédasse pour se laver, d'un avenir branlant pour se projeter, d'une figue séchée pour se muscler. Tremble, audacieuse audace, tu n'es qu'une galéasse, une galère, une vulgaire besace pour trimballer ses espoirs de demi-terrasse en demi-terrasse. Ah oui, de l'audace il va en falloir, mais d'une autre teinte. L'audace mollasse, l'audace limace, l'audace d'un jour au placard à godasses. Je refuse de courir pour briller, je veux courir pour rien. Je veux jouer à tout et trousser l'audace jusqu'à ce qu'elle n'ait plus un sou. Je veux faire de la chutasse un art de rouler bouler dans l'herbe et revendiquer le droit au minuscule exploit, à la broutille, à l'étroit, au muet, au rikiki, au pantois. Je préfère le fragile, visible, ténu, tout nu, au grand miroir téméraire de l'audace qui se mire et renvoie toujours aux autres l'image d'une ambition ratée, d'un avenir timoré, d'un désir lâche. Il y a de l'audace à braver l'audace. Le casse-cou se casse le cou et survit, et le craintif, que fait-il, lui? Il demeure dans son coin crasse et se meurt parce qu'il croit que sans audace, la vie est sans goût et sans odeur. Réveille-toi, le poltron, tu es mignon, tu es vivant, tu es de toutes les couleurs, tu as du pain sur la planche, tu vas trembler, douter, résister, t'épuiser et tenir dans le tremblement, dans l'ombre, jusqu'à ce que l'audace te laisse enfin un peu de place. Alors, d'un coup sec, tu comprendras que tu es vif et franc, vivace comme un enfant, que tu peux tout embraser, tout embrasser, tout offrir. Tu effaces, tu respires, tu retraces, tu désires, tu danses. Avec une insolence légère et profonde, tu danses avec les autres dans la ronde. Tu vibres, tu vis. Parce qu'elle nous agace à la fin, cette audace, elle est pesante. Elle nous enfermerait dans la tombe. Oui, elle est mortifère, cette injonction à sortir de la norme. Elle nous fige, elle nous plombe, elle nous renvoie sans cesse dans la nasse, elle nous noie dans la masse, soulignant qu'il y a plusieurs mondes, ceux qui peuvent se payer le luxe de l'audace avec la Rolex au poignet et ceux qui rêvent d'audace dans une autre vie comme si aujourd'hui n'était jamais né. Il y a de l'agonie dans l'audace. L'audace sonne le glas. C'est un signal d'alerte. Il faut sauver l'audace du politiquement correct, ne pas laisser s'effondrer le mot et nous avec. Il faut faire quelque chose. On ne va pas laisser tout s'écrouler pour un pauvre mot en as. Attendez, je cherche. Audace, audace, audace. Je crois que j'ai trouvé, oui. Oui, l'audace a un secret, on est sauvé. C'était pas la peine d'en faire un drame. Il suffisait de s'en saisir et de la faire résonner comme une calebasse. L'audace est anagramme. Audace, cadeau. Et de l'audace surgit soudain une avalanche de présents. Un torrent de mots pour calmer ce qui brûle en nous, une lumière dans la rosace pour nous éblouir jusqu'au bout, un éclair de chaleur dans l'âtre si froid, un éclat de joie dans l'être si vaste, un tout petit éclat fin comme un couteau, un simple reflet dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau de l'audace. Bravo! Superbe. Merci. Magnifique, vraiment magnifique, merci.
Merci Marion et bonne résidence d'écriture. Nous allons maintenant écouter Joseph Schiano di Lombo, qui, à travers des œuvres visuelles, musicales et littéraires, fait, dit-il, lui aussi, l'équilibriste, nulle part à la périphérie des textes. De sa formation d'instrumentiste, il tient une propension à se laisser traverser par les chemins qu'il traverse, dit-il, comme un interprète. À mi-chemin des sentiers balisés et des hors-pistes, dit-il, du noble et du trivial, dit-il, du conceptuel et du sensuel, du noyau et de l'enveloppe, entre ce qu'une chose est et tout ce qu'elle n'est pas, ces sujets, dit-il, références et contraintes deviennent des muses qu'il s'amuse, à faire sonner autrement. Derrière ces exercices de style et ces procédés alchimiques, il fait feu de tout bois et révèle, en les représentant au monde, des nouvelles possibilités d'être. Il va donc nous révéler ce soir, dit-il, des nouvelles possibilités d'être, et sa lecture s'intitule « Les mouettes », un extrait de la Pléiade des philosophes taoïstes. Joseph, c'est à vous. Merci pour la présentation et je suis ravi d'être avec vous ce soir. C'est ma première soirée de lecture de poésie. Normalement, je la lis seule. Et dans la lignée de Marion, c'est super qu'on se suive. L'audace, pour moi, a éveillé quelques soupçons et quelques difficultés. Et j'ai d'abord pensé à ce texte, oui, Les Mouettes, qui m'a beaucoup troublé dans le vrai classique du vide parfait, qui est un texte de Lietze. En vérité, c'est une chrestomatie, on n'est pas sûr, enfin, c'est un assemblage de textes, on n'est pas sûr que Lietze ait lui-même vécu. Je vais lire le texte. Les enfants qui vivaient au bord de la mer aimaient les mouettes. Chaque matin, ils allaient jouer avec les mouettes et d'autres mouettes arrivaient par centaines et plus encore. Leur père leur dit « J'ai appris que les mouettes jouent avec vous. Attrapez-en quelques-unes pour que je puisse m'amuser avec elles. » Le lendemain, quand ils allèrent au bord de la mer, les mouettes développèrent leur pantomime dans les airs, mais sans descendre. C'est pourquoi il est dit « Le discours parfait est sans parole, l'acte parfait est de ne pas agir. Ce que tous les sages savent est peu profond. » Ce texte très court m'a chamboulé. L'audace, oui, c'est ce culot, c'est cette force d'âme, la témérité qui n'est pas un trait qu'on partage forcément tous, une habileté en tout cas à traverser le monde d'une certaine façon. Et ces enfants, en aimant les mouettes, ont trouvé le chemin pour les rejoindre. Et je trouve cette parabole, même si le terme est peu approprié, puisque c'est un texte qui a 2500 ans et qui vient de Chine, est très éclairante. Voilà. Merci Joseph. En tous les cas, on est ravis de t'avoir bientôt à la Fondation Thalie en résidence. Moi aussi. Alors, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et je vais passer la parole à Christine Guinard, qui a participé à plusieurs équinoxes, en particulier pendant le premier confinement. Et Christine est poète, musicienne, vidéaste. Elle est auteure notamment de Sténopée, pour lequel elle a reçu le prix de poésie de la ville de Rambouillet, Arts et Lettres. Elle est finaliste du Grand Prix de poésie de la SGDL 2020. C'est un recueil qui tente le cri, toujours, encore, face à ceux qui sont exclus, jetés, rejetés, frères, sœurs de ce territoire dont nous sommes un peu toutes et tous ce soir, ici, de cette humanité qui tente de se retrouver à travers la poésie. Et sa lecture s'intitule « Sorcière
au singulier ou au pluriel, nous allons le comprendre, rouge. En fait, pour cet artiste pluridisciplinaire, c'est en fait un ensemble. C'est une vidéo extraite d'une autre vidéo qui s'intitule Mnémosine, et puis c'est le 3e Mnémosine, ou le 3e volet. Et lorsque Christine a été invitée au festival To Be a Woman à Bakou en fin 2019, elle l'a retravaillé. Elle y a incrusté Sorcière, qui vient de Sténopée, et puis nous allons découvrir Sorcière, entre parenthèses S, rouge ce soir. Merci Christine, c'est à toi. Bonsoir. Oui, je voulais juste préciser que mon tout dernier texte, dont j'avais lu un extrait en vrai à la Fondation Cali en septembre, vient juste... On t'entend pas très bien, Christine. Micro plus fort, please. J'essaie, mais... Vous te rapprochez du micro, je sais pas. Est-ce qu'on m'entend mieux? Vous m'entendez mieux? Bof. Oh là là. Le micro est bien ouvert et c'est toujours le même... Bon, bah c'est pas grave, vas-y. Donc c'est juste pour dire que mon dernier texte vient de paraître et j'en avais lu un extrait en septembre à la Fondation Cali avec les photographies de France Dubois et ça s'appelle Autour de B. Et donc, sinon, à propos de l'audace, en effet, j'ai proposé cette vidéo que vous allez voir, qui était au départ le 3e volet d'un triptyque qu'on avait créé au 104 à Paris avec le photographe Nicolas Longmar et que j'ai retravaillé à l'occasion du festival à Bakou. Et donc, il s'intitule Sorcière rouge. C'est Jenna qui a la vidéo. Allez, vite, vite. Alzado, Nausicaa. Nausicaa e le ragazze, svelte. Svelte. Siamo lì sulla camera. Svelte ragazze, svelte. Allez, vite, vite. Svelte, svelte ragazze. Au ciel tout propre des montagnes, on a tracé la route du noir, de peur de céder au chantage du temps. Désolation du feu, pourtant l'arbre s'éprend, s'embrase et presque bascule au sillon lointain des brûlures cumulées. Nous voici donc de traverse, côté sud, au pied du mur, plongée de cime, on s'attarderait sur la piste. Sorcière, brûlée de l'intérieur, village, là chassée de la cité, on fumerait la plaine, conduite irradiante, connaisseuse, épars, drues, vive depuis nos entrailles, depuis la nuit des temps. Depuis le rouge du cœur qui amorce la pompe à la vie même, qui porte en elle et au-delà d'elle, qui transmet le monde tissé aux veines et ose reconnaître chaque fois le vrai du faux. Si elle voit, si elle sent, si elle peut. Femme qui donne l'enfant et lui donne le monde, qui perçoit l'onde de choc, le vacillement, qui saisit l'ampleur des événements, le sens du rire et du chaos qui, doucement, tendre peut l'être, et pourtant, tendre, souvent, mais parfois, elle le sait. Galets préhistoriques nous diront la mesure. La révolte des hommes. Figues vertes en plumeaux perdus à la surface. Elle le sait. On a grillagé l'âme du terrain clos. Ces feuilles-là persistent. Le ciel lourd sur le dos de l'enfant. Qu'il n'est plus temps.
caresse en chantant. Tutoie le ciel. Elle sait l'orage qui gronde et se lève pour l'arrêter de sa main, seule et plus frêle. Toujours vivante. Songe sinuant qui travaille l'épaisseur tiède. Sombre. Elle sait, mais se tait. Nous parvenons nus à dire au monde de droite. Se meut sans scandale, si elle peut, feu, lui, si elle sent. Moi, je tiens le poussée par la rumeur d'être belle et pleine d'elle et du monde. D'être nouée de la vie même, si elle voit. Jardin d'épines. Elle sait, chassée par le pouvoir des autres, soupçonnée de pouvoir davantage qu'elle-même. Apportez-moi le monde. De pouvoir, le rebond du monde, de pouvoir, le mouvement des astres, le guider, le trembler, de son doigt levé doucement vers le ciel. Christine. Bravo! Bravo! Cette vidéo très inspirante et mystérieuse. Nous sommes toutes des sorcières. Merci Christine. Et nous allons passer à une autre sorcière, Astrid Chaffrinjon, qui est par ailleurs autrice, féministe engagée, qui travaille volontiers avec d'autres artistes sur les notions de frontières, de déplacement, sur la violence. Elle a écrit plusieurs romans et le dernier en date, Je ne chasse pas sur mon territoire, a été publié par Éléments de langage et on a dit de lui que c'était un roman féministe à la force envoûtante. Astrid joue avec l'audace, elle aussi, et elle a écrit un texte spécifiquement pour nous, pour cette soirée. Merci Astrid. Mais de quoi j'ai l'air? Alors, merci Barbara. De quoi avons-nous l'air? Surtout que j'ai eu un problème de... Donc, du coup, grâce à Claire Cecchini, qui est autrice, galeriste, pataphysicienne, commanderesse exquise de la Grande Gédouille, qui m'accueille dans son lieu, l'Officine à Paris, lieu partagé par Antoine Viviani, le vidéaste de Providenza. Donc, nous avons monté à la dernière minute une petite vidéo, justement, pour empêcher les problématiques de son, puisqu'on a un vernissage en ce moment même. Et voilà, et on fait partie, j'en profite pour le dire, parce qu'ici, c'est un lieu aussi très féministe, puisqu'on travaille ensemble sur une résidence d'écriture sur les femmes pirates, et en particulier Louise Antonini. Nous partirons tous en Corse début juillet, et pour après rendre effectivement, enfin, une restitution lors d'une performance pour le festival Littoral à Propriano. Donc, je vous lance ça. Prendre l'eau, s'abîmer en mer. Traverser, prendre, figurer, descendre. Ainsi soit-il. Lorsqu'il pleut trop sur le canal Saint-Martin, les femmes qui ont un peu de temps cherchent un coin sec en attendant que ça passe. Vous voulez de l'aide? Non. Après le nom qui tranche, la bouche se fige. Agnès se retourne vers la vitre. Ses doigts humides ont laissé des traces sur son jean. Elle se remet à manger sa pomme, la tête renversée pour sentir les gouttes de pluie pâles sur son front et ses joues. Elle pense. Comme un poulet dont on viendrait de couper la tête, l'on peut courir à être déjà mort. Agnès regarde à travers la vitre qui sointe. Les images de ces 2 jours passés sous la pluie diluent les lois de la perspective, mais n'effacent pas le paysage. Elle le repousse seulement au loin, comme un pays qui grandit. Elle répond à la fleur de talus, à la bouche hérissée d'épingles, à ce petit corps qui se tordait pendant qu'elle lui proposait de se porter aimablement à son secours. Il fait sensible par ici. Oui. Répond le petit corps tordu. Le ciel a fusé. Agnès avale un dernier morceau de pomme.
Un ouvroir, voilà ce qu'il nous faut. J'ai éventré les 1000 ans qui me surveillaient depuis les contreforts du lac. Grimace le petit corps. Viens alors, brodons ce lac ou retrouvons-le. L'audace, c'est aussi abandonner un décor. Il doit être midi quand le bruit de la Jeep déchire en deux le jour. Dans le rétroviseur, Agnès inspecte ses lèvres. Elles saignent par endroits. Elle se ronge la lèvre inférieure jusqu'à ce qu'il y ait des petits bouts de peau qui se soulèvent et qu'elle arrache ensuite pour faire apparaître dessous des plaques de chair luisante. Tout le long de la longue route, elle conduit au ralenti, s'arrêtant même par moments, garant la voiture sur le bas-côté pour marcher un instant à l'ombre des sentiers de haies qui bordent les champs de graminées. L'herbe est pleine de couleurs et elle voudrait avancer sans faire de traces. Des touffes duveteuses chatouillent les narines. Plus loin dans l'espace et le temps, lorsque les montagnes forment un rideau minéral qu'il faudra traverser pour rejoindre le lac, elle s'arrête longuement pour contempler dans l'échancrure les derniers feux du soleil. Agnès se demande si les choses qui sont plus près du centre ont un sort plus envieux que celles qui s'en éloignent. La nuit venue, le temps est froid et traître. Fleur de Talus chante. Nous ne sommes pas seuls au monde, le soir grisaille le ciel. Les morts et leurs représentants soulèvent les écailles du temps. Agnès ne lui répond pas, elle dort. Au petit matin, Fleur de Talus est toujours aussi déserte. Je ne sens pas ce qui n'a pas de nom. Agnès prend entre ses mains les deux mains frêles de Fleur de Talus et lui susurre à l'oreille. Souviens-toi qu'une des nôtres a écrit un jour « La lune aussi humilie ses sujets, mais le jour, elle est ridicule. » Fleur de Talus la griffe à l'oreille. Et toi, n'oublie pas que les eaux dormantes ne sont pas immobiles. Elle rit et crie de concert. Livrons-nous à la parodie de l'ordinaire. Puis Agnès pense. C'est le vrai nom de l'audace. Au bord du lac, les pieds s'enfoncent dans la vase et dans certains creux, l'eau leur arrive aux mollets. Cette boue est fouillée par des vers. Agnès pense. Que deviennent-ils lorsque l'été la surface se transforme en une couche de sel solide? Fleur de Talus ne lui apporte pas de réponse. Elle joue avec les vers de vase rouge. Elle rit que ça la chatouille. Les montagnes s'inclinent sous la brume de chaleur. Elle défie les doutes, l'écorce, la chair. Une fleur fend la pierre. Agnès cligne des yeux et murmure. Les choses qui sont plus près du centre ont-elles un sort plus envieux que celles qui s'en éloignent? Assise au bord de l'eau, elle offre aux montagnes des prières comme des étoffes et des colliers de perles vaines. Des brisures de miroirs aussi, sans teint. Et ce que les épines de roncier et les sapinières ne sauraient leur donner, la possibilité d'être nommée. Agnès écrit pour les montagnes des mots comme un manteau. Fleur de Talus s'est éloignée du bord et nage vers le centre du lac. La patience d'Agnès s'essouffle. Elle crie à Fleur de Talus qui ne peut pas l'entendre. « Tu t'éloignes de toi !» Le soir, en descendant du bateau, il faut suivre le chemin qui longe la berge dans la direction opposée à celle qu'empruntent les touristes pour se rendre au stade nautique. On arrive rapidement à une petite anse. Les lacs sont mortels car même si le désordre fait bien les choses, ils sont voués à disparaître. Pendant que Fleur de Talus disserte sur ses origines lacustres, Agnès bifurque vers un bout de forêt mais manque de tomber. Ses pieds se prennent dans les racines des arbres. Un instant, une douleur lui déchire la cheville. Elle s'appuie sur un tronc, écoute le bruit des pas de Fleur de Talus, se masse la cheville, regrette un temps d'être venue, ou partie, elle ne sait plus. De quoi j'ai l'air? Elle se reprend. Les choses qui s'éloignent du centre ont un sort plus envieux que celles qui s'en approchent. Fleur de Talus l'appelle. Tu veux de l'aide? Cette fois celle qui crie. Non. Merci à vous. Belle promenade, super beau voyage. Trop beau. Et merci à Claire Cecchini aussi, qui m'a accompagnée du coup. Merci à Claire aussi. Nous allons écouter maintenant Éric Duvoisin
qui enseigne le français et l'histoire au lycée de Berne, en Suisse, qui a publié des textes en revue ainsi que 2 recueils de poésie. En 2011, Paysage rapace. En 2016, Ordre de marche aux éditions Samizdat. Et son prochain recueil, intitulé Ganga, est à paraître en novembre 2021. Il participe à l'animation du site Poésie Romande et sa lecture s'intitule Le rêve du ventre. Et comme vous allez le voir, le narrateur de ce texte décrit la grande aventure de venir au monde. Et c'est lui qui nous disait, Éric Duvoisin, naître, n'est-ce pas la plus grande audace de l'existence? Éric, à toi. Oui, merci beaucoup. Merci pour tous ces moments de partage. C'est vraiment une soirée très, très riche avec toutes ces perspectives sur l'audace. Et oui, quand j'ai pensé à ce thème, m'est venu tout de suite la naissance, en fait. L'audace, la plus grande audace, c'est la naissance. Alors, bien sûr, il y a plein de manières de naître ou de renaître dans une existence. Et je souhaite à chacun de nous d'avoir la chance de pouvoir le faire de multiples occasions, en se laissant surprendre, en allant au-delà de soi, en se dépassant. Mais dans ce texte, c'est vraiment au sens propre, comme vous l'avez dit, Barbara, c'est un journal poétique d'une grossesse, en fait, à partir du point de vue du père ou du partenaire. Et puis, voilà, mon audace, c'est de vous faire passer en 5 minutes, j'espère, du stade du fœtus jusqu'à la naissance. Voilà, c'est le rêve du ventre. Boule blottie autour du centre. On attend patiemment d'habiter encore. Tétard, bribe, point puis virgule, bourgeon. De jour en jour plus reconnaissable. Clapetis qui deviendra vague. Onde marine sur le fil insensé de l'espoir. Œuvrant seul à devenir forme, à formuler ses membres, à répéter et diviser ses phrases. Et la tête se dessine, puis les bras, et les jambes enfin se détachent de la colonne. Un jour, elles porteront à l'horizon, vers le soleil rouge d'une fin d'après-midi. Ce soleil tambourine déjà, innerve les périphéries, des saccades de sang, rapides, tendus, si alertes qu'il redoute pour lui l'apoplexie, l'arrêt cardiaque impromptu. Mais il fonce, toute voile dehors. Il n'a que faire des doutes et prend sa chance à 100 à l'heure. Ingurgite, dégurgite, propulse et se bâtit. Projeté dans l'infini de la matière, il gonfle sa voilure de vent, les organes toujours plus fins, les tissus plus complexes. Il l'imagine algues ou herbes bercées par les courants, et peine encore à concevoir la houle se briser sur la berge, éclaboussant les draps de cris, de peau, de sang, pour quitter enfin le monde amphibie et devenir le petit de l'homme. À 8 mois, les nuits sont déjà courtes et les déplacements difficiles. L'épuisement de poumons et de force impose sa loi. Il faut gérer l'effort jusqu'au sommet. La cime reste à distance, bien qu'à portée de vue. La communication de paume bat son plein, sentir ici et là une bosse, un renflement, une pente temporaire sous la main. Ému, y voir comme des signaux, un langage de fumée d'une vallée à l'autre, une syntaxe de karaté qui confirme sa vitalité, qu'il est toujours bien là, en pleine possession de ses moyens. Tous les sens en alerte, son, chaleur, lumière, il est prêt. Il pourrait venir et survivre. Il ne lui manque comme patine qu'un peu de poids, qu'un peu de maturité de chair, qu'il va prendre ces dernières semaines, avant le grand saut, avant le grand voyage. Alors il s'entraîne à gesticuler et frappe parfois les côtes de sa mère, et les bas-côtés qui pèsent, et la boule qui gonfle, cheville affaiblie, vessie stressée, appétit en dents de scie. Et il pompe ce dont il a besoin. Dans sa capsule, tout entier à rêver de vol plané, de parachute, de mission lunaire ou de spéléologie astrale. Il lévite dans les bulles, dans un gargouillement de plongée, le martèlement de son cœur si rapide, et celui de sa mère en écho, depuis le début, qui le berce. Battement des bas-fonds et des hautes marées de l'amour, ombilique,
tambour des origines. Ils vivent encore le rêve du ventre. Ils rêvent toujours dans les interstices proches du possible. L'enfant est là, en boule, pelote de 3 kilos remuante. Ses gestes déforment nettement les cloisons. Ici un fémur, là un pied. Depuis plusieurs semaines, il repose à l'envers, dans l'attente du passage. Avisé, il a su par lui-même ce qu'il fallait faire, prendre place en bordure du détroit, attendre la fonte des glaces, que les poches délivrent leur sève et se rétractent, puis coulissent pour déclencher le grand glissement. Il a pris position et les parents attendent, tendus, les signaux du corps, la cascade progressive des contractions. Puis un jour, il est déposé là, sur sa poitrine. Sa mère le regarde, petite taupe tranquille. Il ne crie pas. De sa peau, il palpe l'atmosphère, ahuri, aveugle, dérangé dans sa chrysalide, mais averti cependant des marées imminentes, de la chute des eaux et de la sortie proche du destin qui appelle et qui se provoque par accélération soudaine. Le corps nu encore fumant des eaux noires, des eaux rouges tachées de varech et d'algues. Météore atterrit maintenant dans leurs mains. L'enfant ouvre parfois ses yeux. Son regard s'aventure à quelques centimètres dans le vague du monde. Balises, petits canaux ballottés dans l'océan. Leur barque l'assurera de grandir, robuste, de devenir homme et de faire à son tour tourner le grand cerceau des générations, de traverser son siècle et ses aléas, qu'il souhaite de paix, malgré les résidus du millénaire mal cicatrisés. Une paix incertaine qu'il faut soigner de baume, de berceuse. La paix sur la peau maintenant. Dors tranquille, enfant. La paix est sur ta peau. Merci. Merci. Merci pour ce rêve du ventre. Merci. Avec plaisir. Et maintenant, nous allons écouter Julie Delaloy. Julie Delaloy est médecin. Elle travaille en milieu hospitalier avec une spécialisation en médecine interne, en infectiologie et en soins intensifs. Elle est poète. Elle obtient le prix de la vocation de la Fondation Bleustein-Blanchet à Paris en 2008 avec son premier recueil Dans un ciel de février paru chez Shane, et puis un deuxième recueil paru en 2015, Malgré la neige, toujours chez Shane, est en sélection finale du prix Apollinaire en 2016. De par cette double vocation de médecin et de poète, donc une vocation qu'elle exerce au quotidien, deux vocations qu'elle exerce au quotidien, elle mène un travail de réflexion sur la place de la poésie dans la médecine et dans l'histoire médicale de ses patients ou des patients en général. Elle organise depuis 2016 le printemps de la poésie dans les hôpitaux de Suisse romande avec la volonté de rendre la poésie accessible aux patients. Et sa lecture ce soir s'intitule « Ce qu'il reste de joie ». Docteur, chers collègues, chers consoeurs, à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai bonheur d'être là et de vous entendre tous dans cette diversité. Une citation m'habite et m'anime depuis l'adolescence. Une citation qui a sa part d'audace. J'y puise depuis une force, un réconfort, un idéal. C'est René Char. Tu es pressé d'écrire, comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Alors l'audace, on la voit dans l'initiation du mouvement, des premiers pas. L'audace telle que l'on peut la vivre à la naissance, on en parlait tout à l'heure, à l'adolescence, mais vient poindre déjà une autre audace, bien des années plus tard. Il y a pour moi de l'audace dans la poursuite du mouvement. L'audace de continuer malgré la vie,
L'audace de poursuivre quand un jour le mouvement s'est arrêté. L'audace de rester avec, l'audace de rester contre. L'audace dans cette voix qui s'étue et qui cherche à reprendre souffle. L'audace de continuer à porter un nom qu'on a peut-être brisé. C'est dans ce pas de plus, dans ce pas de côté, dans ce pas de résistance, dans ce qu'il reste, que je voudrais aujourd'hui chercher, trouver, dire l'audace. L'audace de trouver ce qu'il reste de joie avec la lecture de quelques poèmes. Par la brèche. Tu resterais avec moi à chercher entre les lignes une vérité pour compenser les leurs. Sur mes lèvres, fermées par le ressac, les genêts couvriraient notre silence. Par une brèche, la mer, la rose, lavée, repousse les bruyères sur mon nom, cueille la blancheur perdue du vent. Le chèvrefeuille. Peu de mots sous le chèvrefeuille, à peine quelques raisins qui s'égrènent, à l'unisson vers la splendeur perdue, où s'efface désormais l'or, ton visage. Peu de mots sous ce chèvrefeuille, qui ne sauve la béance d'un nom, mais la neige qui nous couvre enfin, redresse, après tant d'étés violents, ton regard dans l'encoche du mur. Et l'audace des loups. J'ai pris aux loups le lait, la sève, la mamelle. De leur corps, tiré au-dessus des mots, la meute. Dans la forêt, nulle parole qui n'éteigne ma voix, seul ton sang en résonance au fond de mes yeux. Toujours à caresser sur les rochers, jusqu'à l'os, l'eau glacée où venait s'éteindre une avalanche, à réécrire, même sans un visage, même sans un nom, la promesse des épines. Mise à nu. Si proche la faille où les plantes ont pris feu, que déjà mûrissent le sang, la mémoire, les gisants, dans ton regard si haut, si droit. Cette voix dans ta gorge qui lutte contre la boue et la rose exilée, fouille sous les fougères l'enfance, reconquise malgré les collusions. L'innocence. À la lumière plus droite, reflétée sur le mur cet été, toi, tu te hisses, ton audace en granit pour seule encre. À force de gravir, et le rire et la blessure, ce qu'il reste encore d'innocence, c'est ta joie ou la mélancolie du laurier. Et l'audace a habité l'écart, l'écart. Habiter l'écart comme le gibier bleu, dépossédé des aromates sans parole, sinon le sang. Toute une vie à gravir le soleil pour franchir cette ligne blanche, pourtant mêlée au troupeau qui nous regarde mourir. Rien ne presse, nous dormons déjà. La vérité. Pendant que la nuit pourpre se dresse, toi, tu caches ta vérité dans les pivoines. Rose, puis vert, encore un peu de terre pour le peu de temps qu'il nous reste. À tenir dans nos doigts, bien qu'invisibles, les oiseaux de l'hiver, leur audace sauve. Dans l'attente de ce qui ne peut se dire, ni même penser, tu déplies leur chant au-dessus des pivoines, dernière vérité.
Et pour finir, l'audace de porter un nom. Mon nom n'est pas. Mon nom n'est pas cette page froissée que tu bois à l'ombre d'un sycomore. Ce n'est pas le poids ni le vide qui court sur ta langue dans la saccade du grésil, mais ce qui s'inscrit plus loin, dans la fissure sur les pierres, le soulèvement des rivières et les pivoines. Ah, les pivoines. Mon nom est la corde que tu tiens dans ta main. Merci. Merci beaucoup. Merci. And last but not least, Nathalie van der Linden. Pour moi, Nathalie van der Linden est une sorte d'incarnation de l'audace et que nous avons concrétisée quand nous avons lu ensemble avec Raleigh Chimicard, Pas dans le cul aujourd'hui. Et Nathalie se dit poète parce que la poésie, c'est la vie. La poésie est partout, partout où on veut bien la voir, partout où on veut bien la vivre. Dans une tasse de thé, dans le sourire d'un enfant, il est à côté de toi, je crois, ton fils. Il va, il vient. Il va, il vient. Dans l'odeur laissée par l'autre, parce que toute rencontre laisse une trace. Et la lecture de Nathalie van der Linden, qui non seulement va clore cette soirée, mais en fait clôt la saison. Donc, audacieuse Nathalie, on t'écoute nous lire pour et pas anti. Ça parle d'oser d'être libre et d'être pour. À toi, Nathalie. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Barbara, pour l'invitation. Merci à la Fondation Thalie et à Nathalie Guillot. Oui, je dois vous dire que techniquement, j'ai des problèmes de stabilité d'Internet, donc j'espère vraiment de tout cœur que vous serez capable d'écouter ce que je vais dire. Et si pas, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, quand tu m'as invitée à participer à l'audace, je me suis dit, oui, bien sûr, quelle évidence. Et puis après, je me suis dit, attends une minute, en fait, j'utilise jamais ce mot-là. Donc, comme Marion disait, je n'utilise jamais ce mot-là dans mon vocabulaire. Et donc, du coup, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas trop. Et puis, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, l'audace, c'est vivre, voilà, tout simplement. Donc, la vie, c'est oser sortir de soi, oser dire, oser vivre. Et l'écriture, c'est ça, c'est oser dire et sortir de soi. Et puis, lire sa poésie ou lire ses textes, eh bien, c'est oser partager. Et donc, je me suis dit que j'allais lire un texte hyper hardcore où il y avait plein de mots de sexe, parce que j'aime bien la provocation. Et puis, je ne l'ai pas terminé. Alors, à la place, je vais vous lire un texte que j'ai écrit, je crois, en mars, parce qu'ici, en Belgique et en France aussi, la vie et la culture a été confinée, et l'est toujours d'ailleurs. Et j'étais très en colère. Je le suis un peu moins maintenant, grâce au retour du soleil, entre autres. Et en Belgique, donc à Bruxelles, il y avait un collectif d'artistes, il y a toujours un collectif d'artistes qui s'appelle Still Standing for Culture, qui a beaucoup participé à l'ouverture de la culture en Belgique. Et j'ai participé à des actions publiques. Puis après ça, des théâtres ont été occupés. Le premier, le Théâtre National de Bruxelles, et puis le Théâtre de la Monnaie. Et en fait qui proposait une tribune journalière et invitait des artistes à venir un peu gueuler tout ce qu'ils avaient à dire. Donc j'avais écrit un texte qui s'appelait Anti, parce que je voulais venir gueuler tout ce pourquoi j'étais contre. Et en fait j'ai changé ce texte parce que je sentais que j'étais déjà en petit changement. J'étais déjà un peu plus dans l'ouverture. J'avais déjà un peu plus envie finalement que ma voix soit positive et moins négative et hivernale. Je sentais que les gens, à cette époque-là, en mars, avaient vraiment besoin de quelque chose qui réchauffe, qui rassemble et qui soit positif. Donc, je vais vous lire ce texte qui s'appelle « Pour et pas anti ».
qui normalement donc doit être lu devant une tribune. Donc ce soir, ce sera devant vous, devant mon écran et vos petites têtes. Je suis pour la rupture de l'ombre. Je suis pour la rotation des fronts. Je suis pour le mouvement des corps. Je suis pour leur soustraction. Je suis pour la performance intelligente. Je suis pour la sauvagerie carnavalesque. Je suis pour les désordres nocturnes, les grandes promesses de l'aube. Je suis pour la transfiguration du pain. Je suis pour le partage des petits secrets. Je suis pour les communautés provisoires, pour le répertoire des malices, des savoirs illicites. Je suis pour l'intelligence des fourmis, pour l'instant qui s'enfuit. Je suis pour les ritournelles, pour les mascarades, pour les ronds de fumée. Je suis pour les ronds-points. Je suis pour les trafics en tout genre. Je suis pour tous les genres. Je suis pour les transferts de possession. Je suis pour la transgression chronique. Je suis pour les violations de l'ordre ou l'occupation des lieux publics. Je suis pour l'exercice acrobatique avec les pieds, pour le respect et la dignité. Je suis pour les ondes de choc. Je suis pour le repli, je suis pour le déploiement, je suis pour la rage, pour les grèves, pour les rêves. Je suis pour la fuite, pour l'obstacle, pour l'épaisseur du doute, pour l'insaisissable sans visage, pour la joie, pour la perte de l'estime de soi. Je suis pour le ralentissement psychomoteur, pour l'inhibition du sang. Je suis pour la décomposition des matières consommables, pour la décroissance des bactéries, pour les champignons microscopiques, pour les moisissures. Je suis pour la transpiration, pour la sécrétion du lait. Je suis pour toute substance régulatrice de l'équilibre hybride dans le corps. Je suis pour la consommation de drogue et d'alcool. Je suis pour l'abîme dans la fête, pour tout ce qui est peu coûteux et joyeux. Je suis pour la démocratie, je suis pour toutes les pratiques spirituelles, je suis pour l'amour pour tous, pour les groupes qui se touchent, pour toutes les identités édentées, les cultures enterrées. Je suis pour les polarités, je suis pour les hauts-le-cœur, je suis pour le soleil et ses coups, pour la fonte des neiges en avril, pour les radicalités volatiles, pour la jeunesse hostile, pour la riposte, pour la justesse, pour la paresse. Je suis pour les plis en bosse, en courbe, en creux, pour les inversions ou les répétitions de la superposition chronologique originelle des terrains. Je suis pour la décolonisation de tous les territoires. Je suis pour l'espace des lisières. Je suis pour la vie. Je suis pour la poésie. Et voilà. C'est magnifique. On ne pouvait pas mieux terminer ce soir qu'avec ce manifeste. Bravo. Magnifique. Bravo. Merci. Bravo à tous, toutes. Bravo et merci. Merci Nathalie et Barbara de nous accueillir et merci à tous. C'était effectivement une très belle composition. C'est toujours l'art de Nathalie et Barbara d'arriver à mélanger les genres et les propositions. C'est assez incroyable en fait. Et on est ravis de pouvoir imaginer un format en présentiel, je déteste ce mot, mais voilà, de se voir en chair et en os à la rentrée. Pour une équinoxe en partenariat avec le Centre Pompidou. Voilà, merci Julien. Et c'est le 17 septembre, c'est ça? Le 18. 18. Ah oui, parce que le 17, on était avec René Domal. Absolument, absolument. C'est là où on revient au début, où il va falloir organiser un hélicoptère. Exactement. Là, ou alors être sur le dos d'une mouette, grâce à Joseph qui a des plans avec les mouettes pour voyager. Ah, ouais. Donc, merci à tous et au 18 à Bruxelles. Merci Nathalie. Bye bye. Merci Julien, merci Jenna, merci Nathalie. Au revoir. Anne-Darlene, Joseph, Émilie, Julie, Mathilde, Marion, Estelle.